ce qui a été très difficile, c'était, je pense, le regard, l'acceptation de ma communauté, qui n'était pas là et qui n'est toujours pas trop là aujourd'hui. Mais c'est le regard, tu sais, de tous ces mentors, de tous ces super professeurs en glaciologie que j'ai eus et que j'admire énormément encore aujourd'hui. Mais finalement, ouais, de voir leur regard en disant, oh, on l'a formée toutes ces années et puis elle se lance dans la communication scientifique. Mais pourquoi? Et ça, j'ai eu un peu peur, mine de rien, de me dire, mais attends, est-ce que je prends la bonne décision, quoi? À mettre ça de côté. Et aujourd'hui, c'est très clair que j'ai complètement tourné la page, mais j'ai eu peur, ouais, de prendre le bon chemin. Et mes parents aussi, quoi. Mon entourage familial m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu sors de cette zone de confort absolu où tu vas faire une super carrière en glaciologie? Je t'ai garanti pratiquement que ma carrière allait continuer dans le bon sens. Tu vois, ces petites peurs, il faut quand même les écouter, quoi. Parce que ces petites peurs, c'est ce moment-là où tu sors de ta zone de confort. Ben voilà, c'est là où la magie se produit. Ça t'apprend, quoi, à quel point tu grandis. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Avant de démarrer, je voulais partager avec vous les 2 magnifiques choses qui me sont arrivées la semaine dernière. La semaine a commencé par un article dans Le Monde. Quelle fierté! Et la deuxième chose incroyable a été la lettre que j'ai reçue du président de la région PACA pour me féliciter suite à un article dans la Provence paru en décembre et me féliciter pour tout ce que je fais. Waouh! Bon, je ferme cette petite parenthèse. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Heidi. En la découvrant, j'ai également découvert son métier, celui de glaciologue. Comme j'ai pu vous en parler à l'occasion de l'épisode bonus de Noël, quand on est podcasteur, il arrive d'avoir des galères. Nous avions fait un premier enregistrement avec Heidi, mais celui-ci a été endommagé. Ceci est donc notre 2e enregistrement. Vous comprendrez donc pourquoi je suis autant calée en glaciologie. Si le podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela sera un détail pour vous, mais pour moi cela veut dire beaucoup. Allez, je ferme cette autre parenthèse. Heidi fait partie de ces personnes qui ont écouté leur petite voix très jeune. Elle a donc toujours été glaciologue, mais comme dans la majorité des métiers, il y a plusieurs façons de les appréhender. Elle s'est donc tournée vers la communication scientifique, aux grandes dames de ses pairs. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Heidi Sevestre. Bonjour Heidi. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un objet qui est très léger, que je porte toujours sur moi. En fait, c'est un petit pendentif, c'est un petit ours polaire. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas une grande valeur physique, mais il a une immense valeur pour moi parce que je l'ai acheté, ce petit ours polaire, il y a 12 ans, lors de mon premier voyage au Svalbard, qui est un archipel norvégien au cœur de l'Arctique. Et c'est un territoire qui est vraiment le royaume des ours polaires. Et c'est des animaux que je trouve fascinants, magnifiques, que je respecte beaucoup. Et tu vois, ce petit pendentif, ça a été mon porte-chance, je pense, mon talisman quand je suis dans l'Arctique ou quand je suis ailleurs. Et ça me fait sans arrêt penser à l'Arctique, quoi. Ça me rappelle ces contrées magnifiques que j'aime énormément. Et tu en as déjà rencontré des ours ? Ouais, j'en ai déjà rencontré pas mal et tu sais, à chaque fois c'est un moment miraculeux de voir un ours, parce qu'on sait à quel point ils sont fragiles, à quel point ils sont vulnérables et de les voir là-haut au Svalbard dans leur écosystème, dans leur royaume, c'est vraiment un moment inoubliable à chaque fois et c'est vrai qu'au Svalbard, là-haut sur cet archipel norvégien, quand on voit un ours, il y a aussi cette notion de danger. Oui, c'est parce ça. que les ours peuvent être un tout petit peu c'est dangereux, pas le nounours qu'on a dans le lit de nos enfants. Non, voilà, exactement. Alors parfois ils sont sympas, parfois ils sont un petit peu moins sympas, mais avant tout on est là-haut chez eux et c'est important de pas l'oublier. Ouais. T'as jamais eu peur suite à la rencontre d'un ours ? Ah si, et pratiquement à chaque fois. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir cette bonne dose de respect en fait à chaque fois qu'on les voit et de comprendre que ouais, on est là chez eux et que c'est avant tout eux qui ont la priorité dans tout ce qu'on fait, même si on est là-haut pour récolter des données scientifiques qui sont hyper importantes, hyper urgentes. Avant tout, la priorité, c'est de respecter leur maison et de les respecter eux-mêmes. Ouais. Et ce collier, il a une histoire particulière ? C'est quelqu'un qui te l'a offert
Alors, c'est moi-même qui me le suis offert parce que je l'ai acheté juste avant de partir à la fin de mon premier voyage. Tu sais, je venais de passer 6 mois pour faire mon Erasmus au Svalbard. Alors, c'est quand même un Erasmus assez particulier. Ouais. Mais c'est un Erasmus, voilà, à 4000 kilomètres de la France, à 4000 kilomètres de chez moi. Et j'ai passé 6 mois qui m'ont complètement changé ma vie, complètement retourné le cerveau. Parce que c'est 6 mois aux confins de la civilisation, c'est 6 mois au cœur de l'Arctique. Et j'étais tellement triste en partant à la fin de ces 6 mois parce que ça m'avait complètement bouleversée, complètement transformée. Et je savais pas si j'allais pouvoir retourner un jour au Svalbard. Je savais pas que j'allais y habiter pendant 4 ans. Je savais pas que j'allais y retourner chaque année. Et pour prendre un petit bout du Svalbard avec moi, bah voilà, j'avais acheté ce petit pendentif et c'est le même depuis 12 ans. Et je pense qu'il m'a il m'a apporté énormément de chance parce que depuis, voilà, j'ai fait qu'y retourner. Ouais. Et les ours, ils sont toujours pas très loin de moi. Ouais, chouette. Est-ce que tu pourrais nous raconter là où tu as grandi? Oui, alors, j'ai grandi dans les Alpes et ça, c'est vraiment, j'ai eu énormément de chance, c'est de naître vraiment au cœur d'un endroit qui continue à me fasciner aujourd'hui. Je suis née à Annecy, en Haute-Savoie, et j'ai grandi dans un petit village pas très loin d'Annecy qui s'appelle Gruffy. Et tu sais, j'ai passé vraiment toute mon enfance à crapahuter en montagne. Si j'ai un souvenir, une expression pour décrire mon enfance, ça a été ça. Je passais tous mes après-midi, je me souviens, ma pause de midi, je passais mes soirées, mes week-ends, mes vacances en forêt, en montagne. Je me souviens même parfois me réveiller à 4-5 heures du matin, même très petite, pour partir en forêt et voir les animaux au crépuscule quand ils se réveillaient. Et ça a été une immense chance, je trouve, de pouvoir grandir au contact de la nature, vraiment hyper connectée, à connaître chaque pierre, chaque arbre, chaque chamois que je croisais en montagne. Et c'est encore quelque chose que je chéris énormément aujourd'hui. Ça m'a construite et ça m'a donné peut-être une insatiable curiosité pour le monde naturel. Ouais. C'est quand même, on peut faire la blague de s'appeler Heidi et vivre dans la montagne. Ouais, alors c'est vrai que c'est exactement ça parce que à côté de ça, tu vois, j'ai mes parents, surtout ma mère, qui m'a bercée avec des histoires d'Heidi, la petite Heidi en montagne. Et je pense que mine de rien, ça m'a vraiment pas mal influencée dans mes choix de carrière par la suite. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai toujours voulu être Heidi de la montagne. J'ai toujours voulu être celle qui grandit en montagne avec ses chèvres et son grand-père. Et no regrets, quoi. C'est vraiment, je trouve ça fabuleux comme histoire. Alors c'est une histoire assez triste à la base, mais cette Heidi de l'histoire d'Heidi, elle a cet optimisme, ce respect par rapport à la nature qui est vraiment très fort. Et je m'y retrouve beaucoup dans cette histoire. Et puis sa bonne humeur, elle est toujours de bonne humeur. Peur de rien, exactement. Pas dans le sens, plus dans le sens en mode, il n'y a pas de barrière, quoi. C'est ça, ouais. Et exactement, même si elle est haute comme 3 pommes au début de l'histoire, pour elle, voilà, elle a un message important, quoi. Elle a ce respect de la nature, cette connexion qui est plus forte que tout. Et s'il y a des obstacles sur son chemin, s'il y a des personnes qui n'ont pas ce respect pour la nature, elle fera tout pour leur faire comprendre. Et ça, c'est vrai que ça a été une grande ligne directrice pour moi. De se dire que de voir des problèmes plutôt comme des challenges et de tout faire pour y remédier. Ouais. Et à cet âge-là, quand tu étais petite, tu disais quand je serai grande, de quoi tu rêvais? Alors, je rêvais en fait de garder ce contact avec la nature. Et c'est pas facile, c'est vrai, quand on est petit, quand on est ado, ensuite, de savoir exactement là où on veut aller. Et j'avais une idée très vague, mais je voulais à tout prix rester au contact de la nature. Et je me souviens que la conseillère d'orientation m'avait dit oh oui, mais tu travailleras peut-être dans les parcs nationaux, dans les parcs régionaux. Et donc je m'étais construit cette image de devenir à un moment garde forestière à cheval. Donc c'était très précis. Et je me voyais comme ça sur mon cheval parcourir les montagnes en France. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup, quoi. Je me suis dit, ça va être génial. Je vais tout le temps être dehors, tout le temps être en pleine nature.
Mais petit à petit, c'est vrai que ça a évolué vers peut-être la plus haute montagne, vers des écosystèmes qui sont assez particuliers, qui sont les glaciers. Mais finalement, j'ai gardé ce lien avec la nature qui est plus fort que tout. Ouais. Tes parents, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Alors, mes parents sont à la retraite aujourd'hui, depuis quelques années. Ma mère était bibliothécaire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a bercée avec ses histoires. Tout s'explique. Et puis, évidemment, plein de récits d'aventures. Oh là là, ouais, ça, toutes les expéditions polaires ou les expéditions de haute montagne. Et mon père était informaticien. Alors, pas la même vibe, plus terre à terre. Mais les deux, en fait, autant mon père et ma mère, avaient eux aussi une passion immense pour la montagne. Ouais. Et je me souviens qu'ils m'emmenaient tout le temps, moi et mon frère, faire de la randonnée, que ça nous plaise ou non. On partait en montagne, les week-ends, on partait faire du ski ensemble et ils m'ont vraiment validé en fait cette passion que j'avais pour la nature et je pense de la partager tous ensemble quand on est petit, ça compte beaucoup. Ouais. Ouais. Eux-mêmes étaient originaires de la région d'Annecy? Oui, exactement. Ouais, ils sont originaires de la région. Alors mon père plutôt autour de Grenoble, mais des vrais montagnards. Ça, c'est sûr. Et donc au moment de faire les choix d'études, quand il a fallu choisir après le bac, comment ça s'est passé? Alors c'est assez étonnant, mais j'ai eu plein de petits événements en fait, plein de petits moments eureka qui m'ont mis sur la voie d'étudier les glaciers, parce que c'est vrai que c'est pas une voie hyper naturelle, hyper facile à prendre. Connue, et puis connue même. Moi, j'ai découvert ce métier grâce à toi. Je me suis dit, mais je savais pas que ça existait les docteurs des glaciers. Mais c'est ça, et pour moi aussi, tu sais, quand je grandissais, je savais pas que ce métier de glaciologue existait. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a vraiment une personne en particulier qui a rendu ça possible. Et c'était quand je faisais une rando, une grande course d'alpinisme. Et j'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Et cette rando qui est extraordinaire et que je recommande à tout le monde, ça s'appelle la Haute Route de Chamonix à Zermatt. Donc t'imagines quoi, les capitales des Alpes, vraiment des endroits de légende. Et en fait, tu passes une semaine entre 3000 et 4000 mètres à parcourir un maximum de glaciers. Et autant c'était pas ma première fois sur les glaciers, autant c'est peut-être la rando, la haute course qui m'a complètement retourné le cerveau, quoi. J'étais sur une autre planète, quoi. Je kiffais ma vie en étant sur ces glaciers. Et il y a un guide, le guide de notre équipe qui s'appelait Hubert. Hubert qui était un guide de Verbier, si je me souviens bien, avec des yeux très bleus. Et Hubert, il m'a dit, mais Heidi, tu sais, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Et je savais pas que c'était possible à l'époque. Vraiment, ça faisait pas du tout partie de mes perspectives. Pour moi, pour rester au contact de la montagne, soit tu devenais guide de haute montagne, soit tu faisais pas un métier en contact avec la nature, avec la haute montagne. Et Hubert, en fait, il a rendu ça possible. Et donc, dès 16 ou 17 ans, je me suis dit, bah ouais, moi aussi, j'ai envie d'être payée pour étudier les glaciers. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis orientée vers cette filière de la glaciologie. Mais vu que c'est pas commun, j'ai eu énormément de chance d'avoir des profs extraordinaires qui m'ont guidée en fait tout le long du chemin. Et malheureusement, un de ces profs qui a été vraiment un de mes plus grands mentors, je pense, en grandissant, est décédé il y a quelques semaines, monsieur Henri Rougier, professeur Henri Rougier. Et c'est vraiment une des personnes qui m'a poussée, quoi, qui m'a dit ouais, tu pourras y arriver, même si la glaciologie, voilà, c'est pas commun, même si c'est un milieu, vu que c'est pas commun, hyper compétitif, tu vas pouvoir y arriver. Et petit à petit, je me suis orientée vers des études donc de géographie d'abord, et puis de glaciologie par la suite, vu que c'est possible d'étudier la glaciologie, jusqu'à devenir glaciologue. Et quand on a parlé à ton entourage, à tes parents, que tu rêvais d'être glaciologue, comment ils ont appréhendé la chose? Bah écoute, je crois qu'ils comprennent toujours pas en fait, même si ça fait un petit bout de temps maintenant. Je pense qu'ils comprennent en fait l'attrait, la connexion avec la nature, mais ça reste très abstrait en fait pour eux le métier de glaciologue et pour beaucoup de gens, ça reste très abstrait, le milieu de la recherche en général. Mais quand je leur ai annoncé pour la première fois, c'est vrai que mes parents ont trouvé ça un tout petit peu bizarre. Et même si ils ont pas tout à fait compris pourquoi et pas tout à fait compris ce que ça allait être, en fait, ils m'ont jamais mis des barrières. Ils m'ont poussé à me questionner, ça c'est sûr.
tu peux toujours compter les parents, tu peux compter dessus pour ça. Mais ça a été un processus assez sain en fait, où ils me questionnaient pour être sûr en fait que c'était vraiment là où je voulais aller. Et plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues et me dire oui, mais tu voudrais pas faire un métier un petit peu plus commun, un petit peu plus traditionnel, ils m'ont fait confiance finalement. Et ça, c'est la plus grande chance qu'on peut avoir, c'est d'avoir des parents qui nous donnent cette liberté-là. Ouais, c'est sûr. Et donc là, quand tu es partie, donc tu as fait des études de géographie, comment ça se passe du coup? Tu as candidaté pour un concours pour les études de glaciologue? Ouais, tu peux dire ça comme ça. En fait, j'ai suivi un parcours universitaire très classique. Donc, j'ai fait une licence en géographie à l'université Lyon 3. Et ensuite, je suis partie. Donc, j'ai fait ce fameux semestre Erasmus au Svalbard. Et là, je me suis dit, ah non, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de la glaciologie et rien d'autre. Mais où faire des études en glaciologie? Ouais. C'est pas comme si tu avais le choix de pouvoir choisir n'importe quelle université au monde. Mais je savais que je voulais à tout prix rester à l'étranger parce que le monde de la recherche, c'est vrai que c'est bien si tu parles anglais, c'est bien si tu trouves des mentors à l'international pour te pousser dans ta carrière. Et j'avais ciblé une petite université au Pays de Galles, mais vraiment au fin fond du Pays de Galles, qui s'appelle Aberystwyth. Donc là, c'est genre le nom de l'université au Scrabble où tu fais péter les scores. C'est un nom assez compliqué. Mais pour pouvoir être accepté dans ce master de glaciologie, c'était vraiment pas évident. Et donc, tu pouvais compter sur moi pour contacter tous mes profs de l'université pour faire des lettres de recommandation, pour vraiment montrer patte blanche, parce que j'étais la première étrangère à suivre ce master de glaciologie à cette fameuse université galloise. Et pour te dire, ils prenaient 5 personnes et ils donnaient la priorité à leurs étudiants qui avaient déjà fait une licence dans leur université. Et tu parlais bien anglais? Écoute, est-ce que je parlais bien anglais? En fait, j'avais l'impression que j'avais un très bon niveau d'anglais, mais j'ai été bien testée pendant mon semestre Erasmus, et c'est là où je me suis rendu compte que pas du tout, que j'avais pas du tout un bon niveau d'anglais. Mais ce semestre Erasmus m'a vraiment poussée à devenir meilleure, et j'ai dû passer quelques tests, quelques concours en anglais. J'avais passé le TOEFL si je me souviens bien, pour ensuite pouvoir enchaîner avec le master. Et puis, écoute, à force de faire des pieds et des mains, à force de un tout petit peu de harceler les profs à l'université d'Aberystwyth, de montrer cette motivation que j'avais, et ça a marché. Écoute, vraiment, ça a été une immense surprise. Même si j'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté, ça a été un moment extraordinaire de se dire, voilà quoi, j'ai été choisie, ça veut dire que j'ai ma place là-bas. Et de faire ce master en glaciologie, c'est vraiment ce qui te met en gros sur le droit chemin pour enchaîner tes études en glaciologie et devenir glaciologue. Ouais. Donc le métier de glaciologue, je le réduisais rapidement en mode c'est un docteur des glaciers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est exactement ça, ouais. T'es vraiment la docteure des glaciers. En fait, c'est comme si tu prenais les glaciers comme des patients qui peuvent être en bonne ou en mauvaise santé. Et toi, tu vas essayer de les faire parler. Et c'est vrai que c'est pas hyper bavard un glacier. Hein. T'as beau passer beaucoup de temps autour des glaciers, tu peux attendre qu'ils te répondent. Mais pour les faire parler, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise énormément d'instruments. Et ces instruments, ils mesurent la température des glaciers. Ces instruments, ils peuvent mesurer la vitesse des glaciers, parce que les glaciers sont toujours en mouvement. On a aussi beaucoup de satellites qui vont prendre des photos, des images des glaciers, encore une fois, pour les faire parler. Et on a une chance, c'est que les glaciers, ils rendent les changements climatiques visibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du dérèglement climatique qui fait fondre les glaciers partout dans le monde. Et c'est très visible au niveau des glaciers. Donc, il y a des glaciers, tu vois, que je connais bien, que je retourne voir depuis 12, 15 ans maintenant. Et de les voir changer, mais vraiment dramatiquement d'une année à l'autre, ça te rappelle que le changement climatique, il est bien là, il est bien présent et il est extrêmement visible auprès des glaciers. Ouais. T'étais passé, je crois que c'était sur France 3 pendant le premier confinement. C'était un super reportage et en fait tu racontais un truc moi qui m'a été, le fait que les glaciers fondent, on le sait, mais bon, le fait de le voir quand on voit la mer de glace, ça fait quand même prendre conscience de trucs quand même assez impressionnants. Et tu racontais aussi le fait que toute la pollution se déposait en fait sur les glaciers. Et donc du coup que toute la réverbération ne pouvait pas faire son boulot et que du coup ça accélérait la fonte des glaciers.
Mais c'est exactement ça. Et ça, tu sais, c'est un phénomène assez nouveau. Ça fait pas très longtemps qu'on l'étudie en glaciologie, mais on se rend compte que toute la pollution atmosphérique, qui est en très grande partie générée par nos activités, ça émet des particules fines. Tu sais, cette pollution, elle est faite de petites particules fines. Et ces particules fines, elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Elles sont généralement de couleur noire, très sombre. En fait, c'est de la suie ultra fine. Et ces particules fines, au bout d'un moment, voilà, quand elles en ont marre de voyager, elles retombent quelque part. Et lorsqu'elles retombent sur des surfaces blanches, comme la neige et la glace, ces surfaces blanches, ça va les assombrir, ça va les salir, ça va les polluer. Et en fait, quand tu te retrouves avec un glacier qui à la base devrait être super propre, super blanc, qui devient de plus en plus noir, plutôt que de réfléchir une grande partie des rayons du soleil, c'est ce que font les glaciers naturellement, ils agissent un peu comme un miroir. Quand ce miroir devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir, plutôt que de refléter ces rayons du soleil, il va au contraire absorber cette chaleur qui vient du soleil. Ouais. Et voilà, ça c'est un vrai problème pour les glaciers partout dans le monde. On le voit chez nous dans les Alpes. Si tu te balades dans les Alpes chaque été, tu te rends compte à quel point les glaciers, ils sont sales, à quel point ils sont sombres. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve jusque dans l'Arctique et même en Antarctique aujourd'hui. Ouais. C'est que ces petites particules fines de pollution, elles sont voyageuses. Et elles aussi, elles contribuent à accélérer la fonte des glaciers qui sont déjà pas hyper en forme. Ouais. Et donc, tu fais ton Erasmus. Là, tu te dis peut-être que je ne reverrai jamais un glacier parce que dans le métier de glaciologue, il y a ceux qui sont dans les bureaux et puis ceux qui sont sur le terrain. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que être glaciologue, ça peut paraître très romantique. Et c'est pour ça que moi, je fais de la glaciologie. C'est parce que j'aime être sur le terrain. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux être glaciologue derrière ton ordinateur sans jamais mettre le pied sur un glacier. Alors, c'est vrai qu'en quittant mon Erasmus, en quittant le Svalbard, j'avais peur de me retrouver enfermée un peu dans un métier de bureau, devenir une glaciologue derrière mon ordinateur. Et j'ai tout fait, en fait, pour me spécialiser à partir de ça dans des techniques de terrain. Donc, pour être la plus nulle possible en modélisation par ordinateur, ça, il n'y a pas de problème pour le faire. Et je préférais, au contraire, essayer de me rendre indispensable aux techniques de terrain. Donc, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est installer des instruments sur les glaciers, dans les glaciers, même sous les glaciers parfois. Et c'est pour ça que tout au long… Comment tu fais sous les glaciers ? Alors oui, sous les glaciers, c'est assez particulier. Mais il y a certains glaciers dans le monde qui sont en fait parcourus par une sorte de système de plomberie naturelle. Okay. Il faut savoir que quand les glaciers fondent pendant l'été, l'eau qui se forme donc à la surface des glaciers, elle peut parfois trouver son petit chemin dans les glaciers. Okay. Et donc, cette eau, elle va former des tunnels, on appelle ça des grottes de glace, des caves de glace. Et c'est en rentrant dans ces boyaux naturels qu'on peut aller sous les glaciers. Mais c'est assez funky, je te cache pas, c'est très dangereux aussi. Ouais, c'est genre de l'espèce de spéléologie glaciaire, quoi. Ouais. C'est de la spéléologie, je vais retrouver mes mots, c'est de la spéléologie glaciaire. Le problème, c'est que le glacier est en mouvement quand tu rentres dans le glacier. Donc, ça rajoute un petit élément de danger par-dessus tout ça, mais de pouvoir rentrer dans le ventre des glaciers, c'est à chaque fois extrêmement fou et puis passionnant, ouais. Tu l'as déjà fait plusieurs fois ? Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ouais. J'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, surtout au Svalbard. Parce qu'au Svalbard, on a une grande période où l'eau ne circule pas dans le glacier. Parce qu'en fait, ça, tu peux pas le faire quand il y a de l'eau, évidemment, c'est trop dangereux. Et au Svalbard, pendant tout l'hiver, alors qu'il fait nuit noire, tu peux rentrer dans le cœur des glaciers. Et je l'ai fait plein de fois et à chaque fois, c'est une bonne dose d'adrénaline. Je l'ai fait en emmenant des étudiants, je l'ai fait en emmenant des amis aussi et tu sais jamais comment ça va vraiment se passer. T'as déjà eu des galères ? Ouais, j'ai déjà eu pas mal de galères. Pour rien te cacher, en rentrant dans les glaciers. J'ai eu pas mal de soucis, moi, en ayant des pépins physiques. Donc, je me suis 2 fois déboîté des épaules, l'épaule gauche, en faisant de la spéléo glaciaire. Et une fois, on a eu un gros pépin, et ça, je vais te raconter une anecdote rapportée parce que par chance, je ne faisais pas partie de cet événement-là. Mais ça a été mon superviseur pendant ma thèse, mon mentor.
professeur Doug Ben, pour ne pas le citer comme ça, je le jette un peu sous le bus là. Mais donc Doug Ben, il avait décidé d'emmener toute notre classe d'étudiants, nos étudiants en master, dans un glacier qui était au Svalbard. En fait, il y a une université, donc on peut avoir des étudiants, et il y a un glacier qui est à 2 kilomètres de l'université. Donc t'imagines quoi, c'est extraordinaire comme terrain de jeu pour les glaciers, c'est pour les glaciers pour les étudiants. Et ce jour-là, je devais l'accompagner, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai décidé de pas y aller. Et bref, il y allait tout seul, il a emmené une vingtaine d'étudiants dans ces fameuses grottes de glace. Et donc, il rentre dans le boyau, tout va bien. Il faut savoir que c'est un boyau où tu peux te tenir debout. Mais il fait nuit noire, donc tu es à la lampe frontale, tu as des crampons aux pieds, il y a que de la glace autour de toi. Donc, tout est fait de glace, c'est un peu comme dans Frozen, quoi. C'est vraiment un palais de glace. Et en fait, il est rentré dans le glacier avec les étudiants pendant plusieurs heures. Il leur a expliqué ce qu'il y avait autour d'eux. Et puis, au bout d'un moment, est venu le temps de rentrer à l'université. Et quand ils ont décidé de faire chemin arrière, et ben les étudiants, lui, il était à la fin de la queue. Les étudiants lui disent oui, mais on trouve pas le chemin pour sortir. Et en fait, il y a un boyau, quoi. C'est pas compliqué. Il y a un seul chemin, un seul canal, en fait, dans lequel tu peux marcher. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'explorer la grotte de glace, il y a à peu près 30 mètres cubes de glace qui se sont effondrés dans le boyau, là où ils étaient. Et en fait, le son voyage très, très mal. Donc, ils s'en étaient pas rendus compte. Mais le chemin pour ressortir du glacier était bloqué. Par 30 mètres cubes de glace. T'imagines l'angoisse. Et lui, il était tout seul. C'était le seul membre du staff pour gérer tous ses étudiants. Alors, autant rester calme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, en fait, à grimper par-dessus cette éboulis de glace. Et le tout était très instable. T'imagines? Ça venait de tomber. Et donc, ils sont arrivés à faire une chaîne humaine pour arriver à passer entre le toit de la grotte de glace et cet éboulis, et ils sont arrivés un par un à faire sortir les étudiants. Mais en fait, une fois que tu es dans le glacier, t'as pas de communication, tu peux essayer de téléphoner, ça marche pas, tu captes pas, et en fait, il faisait nuit noire et ça aurait pris plusieurs heures, voire peut-être au moins une nuit pour que l'université se rende compte qu'il manquait une vingtaine d'étudiants. Et ils ont eu beaucoup de chance à pouvoir ressortir de là indemnes. Un tout petit peu traumatisés quand même, je te le cache. Il y en a qui se sont retournés ou pas? Non, alors heureusement, il y a eu un peu une cellule de crise après ça à l'université, surtout par rapport à mon prof qui, même s'il a l'habitude de ce genre d'anecdotes, de ce genre d'expérience, ça a été assez difficile à gérer, ouais. Bah ouais, c'est clair, il faut pour retourner sur le terrain derrière, faut. C'est pas facile et c'est vrai que la glaciologie, c'est souvent ça, quoi. La glaciologie et tous ces métiers en contact avec la nature, c'est que sans arrêt, en fait, la nature va te rappeler qu'elle est là, quoi. Que c'est elle qui domine, que c'est elle qui contrôle tout, et que toi, tu peux seulement te concentrer sur ce que tu peux contrôler, donc c'est-à-dire toi-même et ton équipe, et le reste, écoute. Il faut l'accepter. Ça va être des challenges les uns après les autres et c'est à toi de rester flexible et à t'adapter par rapport à ces conditions-là. Ouais. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, 2 fois que je me suis déboîté l'épaule dans une grotte de glace au fin fond d'un glacier, je peux te dire que ton équipe ne t'aime pas trop à ce moment-là parce qu'il faut que tu réescalades tout ce que tu viens de descendre. Mais à ce moment-là, il faut rester hyper concentré. Il faut garder la tête froide et te dire voilà la nouvelle situation. Je l'accepte. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Ça t'arrive souvent, du coup, de te blesser? Écoute, je suis pas une casse-cou, mais c'est vrai que je suis un peu cassée de partout à force de faire la glaciologie. Je suis vraiment pas une tête brûlée à me dire oh là là, je vais faire du base jump à sauter d'une montagne. Non, je suis vraiment pas comme ça. Mais à force de faire des expéditions par Mons et par Vaux dans les régions polaires ou en haute montagne, c'est vrai que même si tu fais gaffe, tu te fais mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu une mamie, quoi. C'est comme ça que je me vois le matin. J'ai un petit peu mal de partout, ça grince par-ci par-là. Mais c'est parce que j'ai eu pas mal de pépins physiques. De me déboîter les épaules, me casser des choses par-ci par-là. Et c'est vrai que, tu vois, on parlait de mon premier séjour au Svalbard. C'était en 2008 maintenant, au moment où j'ai acheté ce petit ours polaire, ce petit pendentif. Ça a été aussi le moment où je me suis fait prendre dans une avalanche. Et ce moment
m'a vraiment énormément marqué encore aujourd'hui. C'était la fin de ce semestre Erasmus où tout s'était bien passé, où j'avais passé 6 mois extraordinaires. Mais finalement, peut-être que c'était là encore un rappel de la nature pour me dire ouais, tu vois, c'est toujours moi qui suis là, c'est toujours moi qui gagnerai à la fin. Et j'ai eu énormément de chance de m'en sortir. Alors, d'avoir pas mal de pépins physiques à cause de ça. Mais on a eu beaucoup de chance avec mon pote de nous en sortir avec pas trop de dégâts, de pas y rester. De survivre, ouais. De survivre, ouais. Et mais ça a été une énorme leçon. Et aujourd'hui, je le garde vraiment comme ça, où maintenant j'ai ce respect immense. Et je l'avais déjà, je pense, mais je sais que il faut être encore plus prudent quand tu pars en montagne. Il faut faire encore plus attention. Et surtout, ça m'a appris en fait à écouter mon instinct en fait. Et c'est quelque chose que j'avais pas trop avant quand j'étais en pleine nature, quand j'étais en montagne ou dans les glaciers. C'est que, écoute, voilà, je pensais bien comprendre la nature, je pensais bien comprendre les glaciers à l'époque. Mais maintenant, je sais que quand j'ai une petite voix qui me dit « Ouh là là, attends là, qu'est-ce que tu es en train de faire, ma petite Heidi ? Regarde la situation dans laquelle t'es. » Maintenant, je donne beaucoup de valeur à cette petite voix dans ma tête et j'ai pas peur de dire, par exemple, à mon équipe ce que je ressens quand je sens qu'on est en train de faire une grosse bêtise, ouais. Et c'est ce qui s'est passé en fait pendant cette avalanche, avant qu'on déclenche l'avalanche. C'est ça qui était le plus stupide, c'est que c'est nous qui l'avons déclenché. C'est que je sais qu'il y avait plein de signaux d'alarme qui étaient en train de se déclencher autour de moi. Et malheureusement, on a continué, On a continué à grimper cette montagne. On s'est dit, oui, c'est pas grave, on va continuer, pas de souci. Et puis finalement, voilà, l'avalanche s'est déclenchée et puis il nous a embarqués avec elle. Ouais. Ouais, c'est sûr que on en entend souvent parler d'histoires de personnes qui avaient l'instinct, l'intuition de dire faut pas y aller, et qui ont été poussées par d'autres en mode mais si, il faut y aller, et qu'au final ça finit souvent avec des morts parce que la montagne, ouais, c'est pas un mythe, c'est dangereux, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et tu sais, à force de faire des expéditions maintenant, en fait, je donne énormément de valeur à la personne qui a le plus peur dans l'expédition, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et je me souviens, j'avais un de mes profs en glaciologie qui est la première fois qu'on était allé sur le terrain avec lui, on était tous des jeunes pousses en glaciologie. Lui, c'était vraiment le maître Yoda, le master Jedi en glaciologie. On est arrivé sur le glacier et il nous a dit, écoutez, moi ici, je suis la plus grande poule mouillée, d'accord ? Moi, sur les glaciers, j'ai toujours froid. Moi, j'ai toujours faim. Moi, j'ai toujours peur de ce qui se passe autour de nous. Alors, c'était pas fait pour nous rassurer, mais au moins que lui nous dise qu'on pouvait avoir le droit de s'exprimer, qu'on pouvait avoir le droit de dire qu'on avait peur, qu'on avait froid, qu'on avait faim. Et tout de suite, ça a instauré vraiment une très, très bonne atmosphère. Et aujourd'hui, c'est essentiel, À chaque expédition que je fais, j'essaie de donner la même vibe, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse s'exprimer et de donner beaucoup de valeur à la personne qui a peur. Parce que si cette personne a son instinct qui lui dit, ouh là, attends, là, je le sens pas trop, ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention à ce qui se passe, ouais. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, j'aime bien ce parallèle parce que dans la vie de l'entreprise, alors tu te retrouves pas sur un glacier avec des ours polaires qui peuvent venir te rencontrer ou un glacier qui peut s'effondrer, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes dans toutes les entreprises, c'est que on n'accepte pas de parler de sa vulnérabilité, on n'accepte pas de dire ça va pas, et tu vois, moi je vois Donc, j'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi et j'ai eu un très, très, très gros malaise, et un malaise en mode l'oppression dans la poitrine, tu tiens plus debout. Enfin, t'as mal dans le bras, tu dis, c'est pas bon ça, le truc qui te fait quand même bien bader. Et le lundi, donc ça, c'était le samedi, et le lundi matin, bonne élève, on était en fin de trimestre, pleine levée de fonds, je suis retournée travailler, tu vois. Et bon, j'ai quand même dit, tu vois, à mon boss, voilà, sache que j'ai fait un malaise, ça va pas trop et tout. Mon médecin m'a dit que le médecin m'avait arrêté, mais moi je l'avais regardé en mode ah non mais moi on m'arrête pas, je fais pas partie de ces gens-là. Et du coup je lui ai dit il faut quand même que je lève un peu le pied, tu vois. Et j'avais partagé, tu vois, j'avais un espèce de séminaire avec tous les managers 2-3 jours après. Et donc là, en plus, c'était un moment, mon grand-père était en train de mourir, enfin, plein de choses, enfin, le malaise plus tout ça. J'ai fondu en larmes. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment les gens réagissent en fait dans ce genre de contexte, parce que même si si on est objectif autour de la table, il y avait des gens qui étaient hyper bienveillants.
il y avait des gros cons aussi. Et en fait, suite à ça, tu te dis, ouais, même si tu as envie enfin, tu vois, je pense à mon boss qui était vraiment quelqu'un de bien, qui m'a dit, prends soin de toi. Genre 3 semaines après, il m'a dit, bon, Charlotte, tu peux pas relâcher la pression parce que t'es manager et qu'en fait, on a besoin de toi. Mais le truc, c'est que, genre, je regrette pas une seconde d'avoir montré ma vulnérabilité parce que dans tous les cas, de toute façon, j'avais pas le choix et j'étais au bout et 1 mois après, je me suis arrêtée, à tout jamais et parce que je pouvais plus. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que il faut laisser la possibilité aux gens de pouvoir dire que ça va pas avant d'arriver dans un état dans lequel moi j'ai été. En fait, c'est avoir le droit de dire que ça va pas, c'est avoir le droit de dire que ouais, aujourd'hui, on doit tous être des Wonder Woman ou des ou des Superman. Et ouais, je pense que c'est un vrai truc où il y a un beau chemin avant de mettre des baby-foot dans les bureaux. C'est laisser les gens dire quand ça va pas et dire si quelqu'un dit que ça va pas, essayer de comprendre pourquoi. Mais après, je jette pas la pierre aux managers parce que je pense que les managers, ils sont pas formés non plus pour pouvoir accueillir ce genre de choses, en fait. Dis donc, en tout cas, merci de partager cette histoire parce que c'est très fort et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ces événements hyper difficiles, j'imagine. Ouais. Et c'est comme tu dis on nous apprend pas en fait à montrer cette vulnérabilité, on nous apprend pas à nous exprimer. Voilà, on doit être des Wonder Man, des Wonder Women et malheureusement, il faut complètement retourner ça, d'arriver à s'exprimer, d'arriver à communiquer ses sentiments, c'est une force immense et c'est une force pour toute l'équipe. Parce que comme tu dis, si on ne s'exprime pas, c'est tout le monde malheureusement qui risque de payer par rapport au fait qu'il y a un élément qui ne s'y retrouve pas. Ouais. Et voilà, ça mène à des burn-out, voire pire, comme tu dis. Malheureusement, les situations peuvent être extrêmement critiques. Pour nous aussi, c'est des dangers de vie ou de mort en fait sur les glaciers. Ouais, vous c'est encore. Quelqu'un, ne s'exprime pas. Nous, le curseur en glaciologie, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je suis en danger de mort ou je suis pas en danger de mort. Tu vois, c'est ça. Et j'ai beaucoup travaillé dans des équipes que masculine, où souvent j'étais la seule nana, tu vois, dans l'équipe. Et là, tu te dis, ouais, j'ai pas trop envie de dire que j'ai froid aux pieds, j'ai pas trop envie de dire que là, je le sens pas du tout ce qu'on est en train de faire, parce que eux essayent d'être un peu macho-men, de pas s'exprimer, de montrer qu'ils sont plus forts que tout. Et alors que j'ai vu parfois, souvent, voilà, on oppose les femmes et les hommes sur le terrain, mais j'ai vu des nanas qui étaient plus costauds que les hommes physiquement, j'ai vu des nanas qui étaient plus costauds émotionnellement que les hommes, mais il faut dire que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à s'exprimer. Qu'on soit dans des milieux polaires ou pas, c'est de dire ce que l'on ressent et de donner énormément de valeur quand quelqu'un ose faire confiance et ose s'exprimer. Ouais, je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est ose faire confiance en fait. C'est dire ce que tu ressens et aujourd'hui, alors est-ce que tu arrives à leur dire que tu as froid aux pieds si t'es qu'avec des hommes? Ah oui, alors t'inquiète pas, aujourd'hui je suis la première à le dire. Parce que mine de rien, tu vois, suite à pas mal d'expéditions, et notamment une expédition au Groenland où j'ai pris très cher, où ça a été très très difficile, où j'avais justement une équipe, tu vois, je parle d'expérience, mais une équipe où c'était fallait survivre, quoi. C'était Action Man, où tous les jours j'avais l'impression, je faisais ma petite prière pour me dire, voilà, essaie de ne pas mourir aujourd'hui, parce que la situation est tellement stressante, tellement difficile. Mais aujourd'hui, j'ai appris ma leçon et je suis souvent la première à dire, non, mais là c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et souvent aussi parce que tu sais, j'emmène des étudiants sur le terrain. Des fois même j'emmène ma famille, j'emmène des amis, quoi. Voilà, des gens extrêmement précieux dans ma vie. Et j'hésite pas à le dire, quoi. Et j'hésite pas à les questionner sans arrêt, quoi. À leur dire, voilà, comment ça va? T'as pas froid aux pieds? T'es sûr que t'as pas froid aux pieds? Et ça peut paraître stupide, mais ça l'est jamais. Parce que chaque petit problème, sur le terrain, dans ces régions polaires, va devenir une montagne en quelques minutes ou en quelques heures. Et c'est pour ça que d'arriver à s'exprimer, c'est vraiment capital. Donc, de dire qu'on est la plus grande poule mouillée, parfois ça rassure tout le monde et il faut pas hésiter de le dire, oui. C'est clair. Et du coup, ta famille, comment ils le vivent, tout ça? Ah ouais, alors écoute, ma famille, c'est vrai que je pense parce qu'ils ont une très bonne connaissance de ces milieux-là. Parce que mon père et ma mère ont fait beaucoup de ski de rando, ont fait beaucoup d'alpinisme. Alors, ils en font moins maintenant.
Mais je pense qu'ils sont, et je le sais, qu'ils sont assez angoissés en fait par rapport à ce que je fais. Et ainsi, je leur dis partout, parce que si je leur disais tout, je pense que voilà, ils me laisseraient pas partir, même si je suis grande aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient du mal à me laisser partir. Mais il y a eu plusieurs expéditions où j'ai mis plusieurs mois en fait avant de leur raconter ce qui s'était passé. Parce que ça a été si difficile pour moi, parce que physiquement ça a été très compliqué, parce que voilà, on avait l'impression qu'on allait un peu presque au casse-pipe, tu vois, c'est des mots forts, mais parce que c'était ça tous les jours, quoi. Et donc je leur dis un peu vaguement ce qu'on va faire avant de partir, je les rassure beaucoup. Et puis si je peux communiquer avec eux sur le terrain, voilà, je leur dis tous les jours que tout va super bien. Et parce que ça sert à rien en fait de les angoisser quand ils sont loin, parce que eux ne pourraient rien y changer en fait. Donc ça sert à rien de leur ajouter de l'angoisse, mais je sais que ma mère notamment, elle est du genre aujourd'hui, tu vois, à regarder la météo de l'endroit là où je suis, même si c'est au fin fond de l'Antarctique, même si c'est au Svalbard, elle va regarder la météo tous les jours. Et je l'adore pour ça, quoi, parce que elle veut suivre ce qui se passe, elle veut être au courant, mais en même temps, je sais qu'elle est très très angoissée par rapport à ce qui se passe. Et tu vois, cette histoire d'avalanche, notamment, j'avais mis plus de 6 mois avant de lui raconter ce qui s'était passé. Parce que son meilleur ami a été décédé aussi en montagne. Son meilleur ami, alors pas d'une avalanche, mais était malheureusement tombé dans une crevasse. Et que je sais que elle sait ce qui se passe dans ces régions de glaciers. Elle comprend tout à fait, et c'est pour ça, je pense qu'elle est assez stressée par rapport à mon métier. Ouais, ça doit pas être facile. Et tes amis? Mes amis sont un peu tous glaciologues, guides des hautes montagnes. Donc mes amis aussi, j'ai plus de facilité, je pense, à partager avec eux mes angoisses du terrain. Et j'hésite pas aussi à leur demander des conseils avant de partir. J'ai énormément de respect pour toutes ces personnes qui sont peut-être pas scientifiques, mais qui ont cette connexion avec la nature, avec ces environnements-là, parce que je sais que eux aussi passent une grande partie de leur vie dans ces environnements-là et ont beaucoup de connaissances, de respect, d'observation. Et eux, voilà, ça les angoisse pas plus que ça parce que eux font ça au quotidien. Mais justement, c'est assez chouette d'avoir un petit cercle comme ça d'initiés, on va dire, avec qui on peut tout partager, le bon comme le moins bon. Ouais. Et du coup, au niveau professionnel, comment ça se passe? Quelle est la personne qui emploie un glaciologue? Alors aujourd'hui, si tu veux vivre de la glaciologie, c'est vraiment le monde de la recherche. Donc il n'y a pas beaucoup de perspectives privées. Écoute, je crois qu'il y a un glaciologue privé dans le monde qui est français, qui s'appelle Luc Moreau, qui était un de mes mentors lui aussi. Mais si tu veux être glaciologue aujourd'hui, généralement tu travailles pour un laboratoire de recherche. Donc ça peut être un institut de recherche, une université. Tu peux faire que de la recherche ou être enseignant-chercheur. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années suite à mon doctorat en glaciologie. J'ai travaillé notamment dans des universités, à l'université au Svalbard et à une université en Écosse. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu tourné cette page du milieu de la recherche parce que c'est un milieu qui reste, c'est un milieu assez particulier et je m'y retrouvais plus vraiment. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. En fait, là où je ne m'y retrouvais plus en fait en glaciologie, c'est que comme tu le sais, voilà, notre monde en glaciologie s'effondre aujourd'hui avec le changement climatique. On est en train de perdre tous nos glaciers, on est en train de perdre nos calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique aussi. Et c'est terrible, quoi. Chaque jour où tu lis des nouvelles études en glaciologie, c'est à chaque fois des nouvelles absolument terribles. Et c'est difficile de pas être affecté par ça. Mais en fait, en glaciologie, si tu veux continuer dans ta carrière, si tu veux être valorisé, tout ce qui compte, c'est de publier des études, de publier tes résultats, tes travaux dans des journaux scientifiques. Et ces journaux scientifiques, ils s'appellent Nature, ils s'appellent Science, ils s'appellent Journal of Glaciology, Journal of Geophysical Research. Et c'est des journaux qui sont complètement inaccessibles au reste du monde. Donc, si t'es pas glaciologue, si t'es pas scientifique, finalement, ces journaux, ils sont pas du tout faits pour toi. Et donc, en glaciologie, si tu veux continuer dans ta carrière, si tu veux devenir, maître de conférences, professeur, tout ce qui compte, c'est publish. Ou sinon, si tu le fais pas, c'est perish. Donc, si tu publies ou tu péris. Et écoute, quand le monde est en train de s'effondrer autour de toi, et que tout ce qui compte, c'est d'écrire des articles scientifiques dans des journaux scientifiques que personne ne lit à part les scientifiques, tu dis mais attends, est-ce que je suis en train de faire compte finalement? Est-ce que je suis en train de faire une différence
en continuant à publier. Et tu as deux options là. Soit tu mets les œillères et tu dis, allez, moi, tout ce qui compte, c'est ma carrière. Je publie à fond. Ou, comme moi, t'en peux plus et tu dis, mais c'est pas possible. J'ai envie de crier au monde entier ce que je suis en train de voir. J'ai envie d'expliquer à mes parents, à mes amis. J'ai envie d'expliquer au gouvernement, aux écoles, à tout le monde ce qui est en train de se passer au niveau des glaciers. Et le problème, c'est que ça, c'est pas du tout valorisé au jour d'aujourd'hui dans les milieux scientifiques et la glaciologie en particulier. Si tu te lances dans ce qu'on appelle la communication ou la vulgarisation, on a l'impression que tu te rabaisses, voilà, que tu perds. C'est mal vu, c'est quelque chose qui est mal vu ouais. C'est très mal vu et c'est vraiment, malheureusement, ça n'a pratiquement aucune valeur ou très peu de valeur aux yeux des scientifiques aujourd'hui. En fait, on a l'impression que tu es allé au summum des études dans le monde académique. Voilà, oh là là, tu te rends compte, tu es devenu docteur en glaciologie, c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais ensuite te rabaisser, perdre tout ce beau jargon scientifique que tu as appris pendant des années et des années? Pourquoi est-ce que tu voudrais te rabaisser au niveau du grand public, au niveau des jeunes? Et alors que je le vois pas du tout comme ça. Ouais. Moi, je le vois comme une urgence absolue. Je le vois comme quelque chose d'extrêmement important de faire en quelque sorte ce service après-vente de la science, quoi, d'expliquer ce qui est en train de se passer au grand public. Parce que c'est pas à coup d'articles scientifiques qu'on va changer le monde, c'est pas à coup d'articles scientifiques qu'on va lutter contre le changement climatique. C'est très important. C'est hyper important de continuer à faire de la recherche, mais il faut aller au-delà de ces articles scientifiques. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu fais plus de recherche, tu ne fais que de la communication? Oui, complètement. Alors aujourd'hui, en fait, je pensais me lancer là-dedans pendant 1 an, voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté du rideau, tu vois, behind the scenes, voir comment notre science était communiquée. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis complètement là-dedans. Et c'est un milieu que j'aime énormément. Écoute, je pense que là, encore, j'ai trouvé ma voie. Autant je reste en connexion avec les glaciers parce que je suis devenue directrice de communication scientifique pour une ONG américaine qui travaille que sur la cryosphère, donc c'est-à-dire les glaciers, le permafrost, la banquise. Et notre objectif, c'est justement d'amener les résultats scientifiques auprès des gouvernements, auprès du grand public. Et c'est pour ça que peut-être que les scientifiques n'ont pas le temps de le faire, mais c'est essentiel qu'on ait ce trait d'union entre la communauté scientifique et le vrai monde et le reste de la planète. Ouais, ceux qui ont un vrai pouvoir au quotidien là-dessus, quoi. C'est complètement ça. Et tu sais, la communauté scientifique, on publie un rapport du GIEC toutes les quelques années, qui est un rapport extraordinaire, qui est un travail monumental en fait de compiler l'état de l'art des recherches sur le changement climatique. Et c'est publié toutes les quelques années. Mais écoute, ce rapport, il fait plus de 1000 pages à chaque fois. Je pense que je peux demander même à ma mère, qui adore lire. Je pense pas qu'elle ait le rapport du GIEC sur sa table de nuit. Ça reste un rapport qui est quand même difficile d'accès encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on donne au gouvernement. Au gouvernement, on leur donne les rapports du GIEC, on leur donne des résumés du rapport du GIEC. Ça reste encore très difficile d'accès, encore trop difficile d'accès. Et c'est hyper important aujourd'hui qu'on amène cette science sur le changement climatique, sur les glaciers, de façon simple pour qu'on puisse changer les choses. Parce que je suis convaincue que si on fait pas ce travail d'éducation, si les gouvernements ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce qu'ils passeraient à l'action? Pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Franchement, si t'as pas de motivation, je comprends pas pourquoi tu le ferais. Ce serait vu de façon très négative. Et ce qui est le cas en ce moment. En fait, si tu dis à tout le monde, oui, il faut faire des efforts, il faut remonter nos manches. Mais pourquoi? À quoi bon? Mais si tu leur expliques pourquoi, vraiment, je suis convaincue qu'on ira dans la bonne direction. Ouais, et puis que tu leur montres vraiment avec les images. Quand tu vois le glacier noir, moi j'ai encore l'image de ce reportage avec le glacier noir et je me suis dit j'imaginais pas quoi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que le changement climatique, ça nous paraît toujours hyper loin de nous. En France, ça nous paraît toujours affecter le Bangladesh ou affecter les Pays-Bas qui se prennent une bonne élévation du niveau des eaux. On pense toujours peut-être à la Floride, là aussi, qui commence à avoir les pieds dans l'eau. Mais finalement, le changement climatique, il est déjà chez nous, il est déjà bien présent et il ne va faire que s'accentuer si on change pas les choses au plus vite. Donc, c'est hyper important de communiquer sur cette science, mais de communiquer de façon positive, d'expliquer simplement ce qui est en train de se passer et de motiver tout le monde à l'action.
Ouais. Et au début, donc du coup, ça a été accueilli assez négativement par l'univers scientifique et ça l'est toujours, même après ce que tu vois, enfin ce qu'ils voient que tu fais. Ah, mais c'est drôle parce que, tu sais, encore aujourd'hui, donc je communique sans arrêt avec les scientifiques, bien sûr, pour savoir quels sont les derniers résultats qui viennent de publier, ceux sur quoi ils sont en train de travailler. Et c'est marrant, quoi. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je papote avec des glaciologues, ils me disent, bon, il dit quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens dans le droit chemin, en quelque sorte, tu vois? Quand est-ce que tu arrêtes dans ta petite vibe là de communication scientifique? Parce qu'ils ont un peu l'impression que je m'égare, tu vois, que je fais ça un peu par défaut ou par dépit parce que j'ai pas d'autres options, pas d'autres opportunités. Comme si le Graal absolu, c'était le milieu de la recherche et que tout ce qu'il y a autour n'est pas très important. Ouais. Mais je pense que petit à petit, on comprend en fait cette importance de la communication. Et surtout, tu vois, des jeunes scientifiques comme moi sont vraiment en train de sortir des sentiers battus, quoi. Sont vraiment en train d'aller au front, si j'ose dire, ou d'aller se mouiller. Parce que franchement, ça te fera jamais progresser dans ta carrière, du moins aujourd'hui. C'est vraiment très mal vu par ton groupe de scientifiques, par ton université. C'est vraiment aller au front parce que voilà, tu te mouilles, tu te prends des coups en allant faire de la communication scientifique, surtout sur le changement climatique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment essentiel et je vois les jeunes qui se bougent et ça fait bien plaisir. Ouais. Et comment tu le vis, toi, du coup, tout ça, le fait qu'ils continuent à te dire, mais retourne dans le droit chemin? Bah moi, écoute, ça me valide encore plus en fait. Là où je suis aujourd'hui, je me dis ah ouais, tu vois, no regret. T'as bien fait d'aller dans cette direction-là parce que malheureusement pour eux, ça veut dire qu'ils ne voient toujours pas en fait la valeur de cette communication-là. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en valeur justement leurs résultats, leurs recherches. Mais pour moi, ça me conforte et je me dis, en fait, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, à essayer de faire un parcours un peu différent. Bah, évidemment, voilà, la glaciologie, c'est pas hyper commun. Mais en fait, j'aime pas trop suivre le pack, tu vois, suivre là où tout le monde va. Et si je peux mettre mon petit grain de sel et aller ailleurs, si je peux prendre une porte que personne ne prendra, franchement, j'hésiterai pas, quoi. Et donc là, ça me conforte, ouais. J'aime bien, ça me donne un petit peu du grain à moudre. Je me dis, je continue là-dedans, ouais. Et du coup, là, donc ton employeur est aux États-Unis. Comment ça se passe, du coup, ton quotidien? Alors, l'avantage, c'est que on est pratiquement tous en télétravail sur cette ONG, à la ICCI, et que ma boss, qui est une ancienne diplomate américaine, en fait, s'en fiche un peu de là où on est. Donc, on peut être au fin fond du Svalbard, au fin fond des Alpes françaises. Il n'y a pas de souci. Et ce qu'on fait au quotidien, en fait, ce sont donc des briefings scientifiques auprès des gouvernements. C'est surtout là-dessus qu'on travaille. Donc, de façon pratiquement hebdomadaire en ce moment. On compile et on met ça à jour pratiquement quotidiennement, là aussi, les derniers résultats scientifiques sur la cryosphère. Et on présente ça avec des briefings assez courts auprès des gouvernements. Et là, en ce moment, et c'est pour ça qu'on a pas mal de boulot, on est en train de préparer tout un programme de communication auprès des jeunes générations et du grand public. Parce qu'on se rend bien compte, écoute, que certes, voilà, c'est important de parler au gouvernement et on le sait que les gouvernements du jour au lendemain peuvent prendre des décisions qui changent tout, mais que les gouvernements nous le disent eux-mêmes qu'ils ne changeront, ils deviendront plus ambitieux seulement si les populations comprennent ce qui se passe. C'est un peu beauté en touche, tu me diras, mais je comprends. Et donc c'est hyper important aujourd'hui d'être là pour communiquer la science auprès de ce qu'on appelle la société civile. Donc on travaille là-dessus et ça c'est hyper intéressant, hyper excitant. Et là surtout on bosse pas mal en fait auprès des jeunes. On oriente en fait ce programme surtout pour les jeunes générations et les jeunes générations sont tellement au taquet, tellement motivées, mais aussi tellement angoissées par rapport à ce qui se passe que c'est essentiel d'être à leur côté. Ouais. Donc là, du coup, toi, tu vis où? Parce que bon, après, on est en train de vivre une année un petit peu particulière. Ouais, exactement. En fait, d'habitude, je suis toujours en vadrouille. D'habitude, je suis toujours à passer d'une aventure à l'autre, d'une expédition à l'autre. Et là, c'est vrai que la pandémie, comme tout le monde, en fait, m'a motivée, on va dire, à me poser, pour ne pas dire me forcer à me poser. Mais en ce moment, je suis sur Annecy, donc un petit peu retour aux sources. Et j'y suis depuis le mois de mars, parce que toutes les expéditions que j'avais prévues cette année sont pour l'instant reportées à l'année prochaine. On croise les doigts.
Mais sinon, ouais, je suis en télétravail pour tout ce qu'on fait, pour toutes ces réunions, tous ces briefings. Donc, c'est assez chouette de se dire que je suis assez flexible à ce niveau-là, que j'ai pas mal de liberté de pouvoir travailler un peu d'où je veux. Ouais. Et le fait, du coup, de pas bouger, ça va? Tu le vis comment? Alors écoute, au début, j'ai essayé de prendre ça de façon assez positive parce que c'est comme quand on est sur le terrain et que les conditions changent. Tu sais, parfois tu te prends 5 jours de blizzard coup par coup et tu te dis mais c'est pas possible. En fait, faut l'accepter quoi. Tu peux rien y faire. Ouais. Bah là, c'était un peu pareil avec la pandémie. Je me suis dit bah écoute, énerve-toi sur les choses que tu peux contrôler et les choses que tu peux pas contrôler, bah tant pis quoi. Ouais. Et ouais, les premiers mois se sont très bien passés. Alors même si j'ai dû annuler pas mal d'expéditions, évidemment à contre-cœur, ça c'était un petit peu compliqué. Mais finalement, je suis assez vite retombée sur mes pattes. J'étais très contente de me retrouver à Annecy et aussi très contente de réduire dramatiquement mon empreinte carbone qui était il faut le dire, assez haute ces dernières années à force de voyager. Mais là, ouais, j'ai commencé à avoir des fourmis dans les jambes comme tout le monde. On a hâte de pouvoir vagabonder un petit peu au-delà de nos 1 kilomètre, même si ça s'ouvre assez rapidement. Ouais, ce week-end, ouais, exactement. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mes glaciers, voilà, de repartir le plus loin possible, et, voilà, de continuer cette mission de communication scientifique, mais en changeant peut-être l'environnement autour de moi. Ouais. Et du coup, là, tes projets futurs, c'est quoi? Alors oui, mes projets futurs. Alors je bosse là-dessus en ce moment tous les jours parce que ça me permet de m'évader, de penser à ces expéditions qui arrivent vite. Ouais. Et la prochaine expédition, c'est un projet sur lequel je bosse depuis plus de 3 ans maintenant, qui s'appelle Climate Sentinels ou les Sentinelles du climat. Et ça va se passer au mois d'avril l'année prochaine. Alors on croise les doigts, ouais. On croise les doigts, on touche du bois, on prie. Mais ça va se passer justement au Svalbard. Donc, on retourne sur mes terres de prédilection. Et je vais être accompagnée par une équipe de badass, une équipe de nanas scientifiques. On a pratiquement toutes les mêmes âges. Et l'objectif, ça va être de parcourir à peu près 450 à 500 kilomètres en ski poulka pour récolter des données scientifiques. C'est quoi les skis poulka? Ah ouais, alors ski poulka. Désolée. T'as bien raison de préciser ça. En fait, donc ski, en fait, c'est des skis qui sont un petit peu plus larges que des skis de fond. Et la poulka, en fait, c'est une sorte de traîneau, de luge assez grande dans laquelle tu mets tout ton équipement. Et notre objectif, en fait, c'est de faire une vraie expédition scientifique, mais en réduisant notre empreinte carbone le plus possible. Ouais. Et en fait, ça s'est pas du tout donné en glaciologie. Tu sais, nous, on partage un message très fort de dire que les glaciers fondent, qu'il faut faire des efforts, réduire notre empreinte carbone. Mais finalement, quand tu regardes les expéditions qu'on fait, généralement, ce sont des expéditions à très, très forte empreinte carbone, à coups de brise-glace, d'hélicoptères, à coups d'avions, de scooters des neiges, qui sont à 100% dépendantes d'énergie fossile. Et nous, l'objectif l'année prochaine, avec cette expédition Climate Sentinels, c'est pas d'être les meilleurs, c'est pas d'être parfaite, mais c'est de montrer qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on choisit pas du tout la facilité. Et ça, je peux te dire, 450 kilomètres en ski en un mois. Ouais, un mois. Ouais, un mois, ouais. Ça va pas être facile. Mais l'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire de la science autrement. Ouais. Et aussi qu'on peut rendre cette science plus accessible, quoi. Donc, tout au long de l'expédition, on va communiquer avec des élèves dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau scientifique, ce qu'on va étudier, ce sont ces fameuses particules fines. Ouais. Parce que ces particules fines, elles aussi, on les retrouve jusqu'au Svalbard. Aujourd'hui, on dit que ces particules, elles participent à 30% de la fonte de l'Arctique. Donc certes, il y a les gaz à effet de serre qui sont bien présents, ils sont bien là, mais par-dessus ça, tu rajoutes ces particules fines. Donc ça accentue, ça accélère encore plus les choses. Et donc nous, tout au long du chemin, tu nous penseras à nous, j'espère, au mois d'avril. Évidemment, on me suivra. Mais c'est ça, et tu vois, donc on récoltera des échantillons de neige et de glace qu'on va ensuite analyser pour comprendre quelle est la source de ces particules fines. Tu vois, est-ce que c'est du diesel? Est-ce que c'est du charbon? Est-ce que c'est des feux de forêt? Et on va pouvoir retracer leur chemin. Donc, est-ce qu'elles viennent de chez nous? Est-ce qu'elles viennent d'Asie, des États-Unis? Et comment tu retraces le chemin de savoir Ah ouais. Ah, ça, c'est une super question. Et ça, tu vois, je savais pas que c'était possible il y a quelques années, mais maintenant, on a des super techniques pour le faire. C'est que on va pouvoir, en fait, grâce à des modèles de météo,
savoir quand est-ce que la neige est tombée. Et quand la neige tombe, en fait, c'est la neige qui amène les particules fines au sol, qui va plaquer ces particules fines au sol. Et donc, on va retracer en fait le chemin de ce nuage de neige en quelque sorte, savoir où est-ce qu'il s'est formé, d'où il vient. Et grâce à nos satellites, en fait, à nos modèles météo aussi, on va pouvoir suivre les semaines de voyage de ces petites particules fines. Donc, ça va être vachement intéressant, exactement, de voir d'où elles viennent. Et surtout, tu vois, notre objectif, c'est pas tant de pointer du doigt, de dire, oh, regarde les nuls, les particules fines, elles viennent de là. Pas du tout. En fait, l'objectif, c'est de faire comprendre à tout le monde que la pollution, elle s'arrête pas aux frontières. Que la pollution, on le sait. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Il y avait pas de. Ah bon? Mais mince, je savais pas, on m'avait pas dit. Mais c'est terrible. Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont bien conscients que la pollution, elle s'arrête pas aux frontières. La pollution qu'on génère à Annecy, elle reste pas à Annecy. Elle peut aller très très loin. Elle peut même aller largement jusque dans l'Arctique. Et pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que ce qu'on fait, nos activités humaines chez nous peuvent avoir un impact sur l'Arctique et sur l'Antarctique, sur les régions polaires, mais aussi que nos impacts positifs, que nos actions positives ici en France ou ailleurs peuvent avoir un impact positif sur l'Arctique. Donc ça va vraiment dans les deux sens et l'Arctique nous le rend bien Tant que l'Arctique reste gelé, glacé, froid, tout va bien. L'Arctique stabilise notre climat, mais si l'Arctique continue à se dérégler, qui est le cas aujourd'hui, malheureusement, on va en subir très clairement les conséquences. J'avais vu un reportage assez hallucinant où j'avais pareil découvert un truc, mais j'avais pas imaginé l'ombre d'une seconde, que en fait le vent du Sahara en fait venait jusqu'à la forêt amazonienne et du coup contribuait au fait que ça soit un écosystème aussi riche parce qu'il y avait tous les nutriments qui venaient du sable du Sahara en fait. Mais ça, c'est absolument génial. Et tu te rends compte à quel point tout est lié, Et c'est pareil pour le changement climatique, C'est dès que tu tires un bout de la toile, et finalement, il y a tout qui vient et tout est lié, Donc, c'est pour ça que la seule façon d'attaquer ce changement climatique, c'est de façon systémique, d'avoir plein de petites actions sur plein de domaines différents. Et c'est comme ça qu'on y arrivera petit à petit. Et c'est pas si simple, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est à force de travailler latéralement, comme on dit toujours aujourd'hui, sur plein de domaines différents qu'on y arrivera. Ouais. Et du coup, là, donc, vous allez faire l'expédition, ça va durer 1 mois. Et après, toute l'analyse des résultats, ça va vous prendre combien de temps? Oh là là, alors l'analyse des résultats, c'est évidemment la partie la plus longue et c'est marrant, c'est aussi la partie la plus coûteuse du projet. Et ça va se faire en fait au laboratoire d'Alia, donc qui fait partie de l'équipe, qui est scientifique à Western Washington University, donc pas très loin de Seattle aux États-Unis. Et elle a de la chance de diriger un super laboratoire et c'est elle qui va faire toute l'analyse. Et on va avoir des centaines et des centaines d'échantillons. Donc, je pense qu'elle va sûrement trouver une petite armée d'étudiants en licence ou en master pour faire ça. Mais ça va prendre largement plus d'1 an. On va essayer de pas faire en sorte que ça déborde au-delà d'1 an pour qu'on garde en fait la communication sur le projet. Mais ça prend un sacré bout de temps. Et ensuite, tu sais, il y a tout le travail d'écrire sur les résultats, de publier les articles scientifiques et d'aller au-delà, évidemment, de la publication scientifique. Là, aujourd'hui, tu fais de plus en plus de reportages. Bon, là, j'imagine que forcément, tous les tournages ont été bloqués, mais c'est quelque chose… Comment ça s'est passé la première fois que tu t'es retrouvée, du coup, devant une caméra? J'imagine qu'on t'apprend pas ça en école de glaciologie. Ah non, pas trop. Mais c'est vrai, alors j'en fais moins aujourd'hui, mais ça a été une chance extraordinaire de pouvoir faire de la télé, de pouvoir faire des tournages. Et en fait, je donne beaucoup de valeur à ces opportunités qui te pulvérisent en dehors de ta zone de confort. Et là, la télé, pour moi, c'était carrément ça. Je suis quelqu'un d'assez timide à la base et de me dire, oh là là, non, jamais de la vie, je vais me retrouver devant une caméra, ça va être très bizarre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était pendant mon postdoc à l'université de St Andrews en Écosse. Et un jour, j'ai reçu un message un peu
cold call, tu sais comme on dit, qui me disait ouais bonjour Heidi, voilà on travaille sur un projet de documentaire pour France 5 et on aimerait faire un documentaire en Islande et un au Chili. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi je me pose pas trop de questions quand je reçois ce genre d'email. Je crois que j'ai répondu oui tout de suite. Et après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est en fait ce projet de documentaire? Et ça s'est passé très vite. En fait, c'était pour une série, quoi. C'est devenu une série par la suite qui s'est appelée Terres extrêmes pour France 5, pour la case Science grand format. Et c'était une série qui m'a emmenée partout dans le monde et bien au-delà de ma zone de confort, donc bien au-delà de parler des glaciers. On est allé dans des jungles, dans des déserts, dans des endroits hyper civilisés comme les Émirats arabes unis ou dans des endroits vraiment mis de nulle part. Et ça a été un vrai travail pour moi parce que mon travail sur ces tournages, c'était d'être passeuse, c'est le terme qu'on utilise à la télé. Donc, c'est-à-dire d'être un peu l'intermédiaire entre les experts qu'on allait rencontrer sur place, qui allaient nous parler de science, parce que c'était vraiment des documentaires scientifiques, et moi de traduire ça pour le grand public de façon un petit peu plus compréhensible. Et écoute, ça a été génial parce que cette série, en fait, elle se concentrait sur des pays qui faisaient face à des phénomènes naturels très compliqués, donc c'est-à-dire des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis parfois, des déserts, des régions arides qui s'agrandissaient, et de savoir comment, grâce à la science, comment grâce à l'innovation, ces pays non seulement arrivaient à faire face à ces phénomènes naturels qui sont plutôt négatifs à la base, mais non seulement ils arrivaient à faire face à ces phénomènes-là, mais à en tirer parti, quoi. Donc, par exemple, c'est l'Islande qui est l'exemple parfait, qui est cette île, voilà, perdue dans l'Arctique au milieu de nulle part. Eux, ils ont un sous-sol qui est en ébullition, qui est fait de lave et de magma, et ils sont arrivés à en tirer parti parce qu'ils arrivent à tirer parti de cette chaleur du sous-sol, de créer de la géothermie, de l'électricité, de l'eau chaude grâce à ça. Et ça a été génial, quoi, cette série de documentaires. Ça a été assez difficile pour moi au début. Le premier tournage, ça s'est passé comment? Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé super vite parce que entre le moment où j'ai dit oui et le moment où on partait, c'était en Islande pour le premier tournage, c'était genre quelques semaines, quoi, et quelques jours même, quoi. C'était vraiment très rapide. Et en fait, ils m'ont emmené à Paris pour rencontrer l'équipe de tournage. Et à Paris, j'ai eu une coach pendant 2-3 jours, je crois, à quelques heures à chaque fois. Et cette coach, en fait, était là pour me préparer, en fait, à savoir me tenir devant une caméra, savoir comment parler. Et très clairement, j'avais aucune idée. Pour moi, les documentaires, je pensais qu'on arrivait sur place, bim, 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 on allumait les caméras et puis on papotait. Et puis voilà, quoi. Et puis on mettait ça en boîte et c'était tout simple. Mais non, en fait, évidemment, c'est très travaillé, c'est très réfléchi. Et cette coach, en fait, elle m'avait un petit peu perturbée pour rien te cacher. Parce que je me souviens à un moment où elle m'avait filmé en train de marcher dans la rue, mais juste de marcher. Et elle filmait, tu vois, avec sa petite caméra. Et après, elle me montrait comment je marchais. Et elle me dit, non, mais là, Heidi, ça va pas du tout, là. Elle dit, mais regarde comment tu marches. Elle dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Et en fait, jamais tu te poses la question comment tu marches dans la rue. Et elle m'avait vachement remis tout ça en cause. Et elle m'avait tellement remis ça en cause qu'à chaque tournage par la suite, en fait, l'équipe de tournage se moquait un petit peu de moi gentiment en notant ma marche. Donc, à chaque fois, elle me disait, là, Heidi, c'était un petit 3,5 sur 10, là, un petit 4 sur 10, on est généreux. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant et c'est vrai que pendant le premier tournage en Islande, j'avais sans arrêt, je pense, cette coach derrière moi. Alors, elle était pas là physiquement, mais je pensais souvent à elle en me disant, alors attends, faut que je mette mon coude comme ça, faut que je plie le genou, faut que je marche de façon fluide et naturelle. Et c'était un petit peu perturbant, mais j'ai eu du bol d'avoir une équipe autour de moi extraordinaire et notamment un réalisateur qui est pour moi, voilà, on parle de maître des Jedi, lui c'est le maître Jedi absolu des documentaires scientifiques qui s'appelle Laurent Lichtenstein, quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui m'a donné surtout énormément de clés, énormément de billes pour arriver à être une passeuse à peu près valable voilà, pour ces documentaires. Et je lui en suis vraiment éternellement reconnaissante parce que tu vois ce que j'ai appris pendant ces documentaires, pendant ces tournages, c'est quelque chose que je peux utiliser ensuite pour tout le reste de ma communication scientifique. Donc ça a été pas super évident au début, ouais, mais une bonne école. Et maintenant, j'en suis vraiment très reconnaissante. Et tu marches comment maintenant alors? De façon fluide et naturelle, écoute. Comme sur un podium. Non,
Non, mais en fait, j'essaie de plus y penser maintenant, mais mine de rien, ça me revient assez rapidement de me dire, mais comment, attends, je marche un petit peu mieux, ouais. Est-ce qu'au final, est-ce que ça a été positif, ce coaching, finalement? Oui, ça a été positif finalement. Alors, je suis mauvaise langue, hein, et j'espère que si ma coach m'écoute, elle le prendra pas mal. Mais en fait, ouais, non, ça a été hyper positif parce que elle m'a fait comprendre la perspective des gens qui regardent la télé. Et en fait, moi, je pensais pas du tout, quoi. Comment ne pas avoir l'air super strict, super droite derrière une caméra, même si t'es un petit peu, devant une caméra, même si t'es assez stressé. Comment reprendre de façon scientifique, accessible ce que la personne t'explique. Comment connecter avec la personne avec laquelle tu parles pendant le tournage, mais comment connecter avec les personnes derrière leur écran. Et elle m'a donné plein de petites astuces, et notamment une astuce que je garde tout le temps maintenant avec moi. Elle m'avait dit, écoute, plutôt que d'avoir la caméra comme ça qui te regarde, qui te stresse un peu, imagine que c'est une personne de ta famille. Et prends une personne avec qui tu as beaucoup d'attachement, une personne à qui tu as envie d'expliquer cette science. Et je lui avais immédiatement parlé de ma grand-mère de 96 ans. Et maintenant, à chaque fois, je pense à ma grand-mère et je me dis, alors attends, comment j'expliquerai ce phénomène hyper compliqué à ma grand-mère pour qu'elle connecte, pour qu'elle comprenne. Donc ça, Madame la coach, en tout cas, je la remercie pour ça. Ouais. Ça a été vraiment une bonne astuce. C'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi la réussite pour moi? Je pense la réussite, alors je dirais deux choses. C'est déjà d'avoir une certaine liberté dans nos choix. Pour moi, je donne énormément de valeur à pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, ce qui nous motive, ce qui nous donne le feu sacré, tu vois. Et aujourd'hui, d'avoir le choix de pouvoir décider de ce qu'on veut faire, d'être à un croisement et de se dire, ah ben non, je vais pas aller là où tout le monde va, je vais prendre la route à droite. C'est extraordinaire d'avoir cette liberté-là. Et je pense aujourd'hui que je suis arrivée à me construire quelque chose où j'ai énormément de liberté, énormément de choix, où je peux vraiment décider de ce que j'ai envie de faire. Et à côté de ça, cette liberté, elle me rend extrêmement heureuse. Et de pouvoir réussir, de se dire que j'ai réussi, c'est d'être heureuse. Et pour moi, je suis vraiment hyper heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Je m'épanouis en fait dans mon travail. En fait, je le vois vraiment pas comme ça, comme un travail. Je le vois vraiment comme quelque chose que j'aime énormément faire. C'est peut-être pour ça que je travaille énormément, mais d'avoir cette liberté et cette liberté qui nous donne énormément de joie, pour moi, c'est ça la réussite, quoi. Ouais, d'être heureuse. Même dans les temps qui courent, il faut le dire, quoi. Ouais, il faut l'assumer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Heidi de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ah ouais, alors qu'est-ce qu'elle dirait, la petite Heidi de 6 ans? Je pense que déjà, elle serait vraiment surprise parce que quand j'étais petite, j'étais tellement timide, mais j'étais timide au point où je voulais même pas aller acheter le pain à la boulangerie de mon village. Tu te rends compte, un tout petit village de 1500 habitants. J'étais trop timide pour ça, quoi. Ça me stressait beaucoup. Et je pense qu'elle serait super étonnée déjà. Elle se dirait, mais est-ce que c'est la même personne? Mais elle serait super fière, je pense. J'espère qu'elle serait fière, mais elle serait contente parce qu'elle elle penserait que la grande Heidi d'aujourd'hui, la vieille Heidi d'aujourd'hui, de 32 ans. Très vieille. Ouais, très vieille à 32 ans. Ouais. Finalement, elle est arrivée à retomber sur ses pattes parce qu'elle a gardé ce contact avec la nature. Elle a gardé un contact avec les glaciers et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ouais. Et comment, à partir de quand, du coup, t'as levé cette timidité? En fait, je pense que j'ai commencé à lever cette timidité quand je suis partie à l'étranger. Tu sais, c'est dès que tu sors de ta zone de confort, là, c'est là où la magie se produit. Et pour moi, ça a été sûrement, en fait, ce premier voyage Erasmus au Svalbard. On y revient toujours, tu vois, c'était vraiment un chapitre décisif dans ma vie. Là où je pensais bien parler anglais, mais en fait, pas du tout. Et en fait, quand t'es à l'étranger tout seul, tu sais, non seulement j'étais entourée de gens que je connaissais pas, j'étais sur une autre planète, littéralement, au milieu de l'Arctique, à 4000 autres kilomètres de chez moi. Et ben là, t'inquiète pas que ça te force à devenir un petit peu moins timide et à aller parler aux autres. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études de glaciologie, notamment pendant ma thèse, en fait, on m'a forcé, entre guillemets, ou encouragé gentiment, à donner des cours. Et à l'époque, je me voyais pas du tout donner des cours. Je me souviens, j'en avais même parlé à ma mère. Elle m'avait dit, oh, mais l'enseignement, ça te plairait pas? Je dis, oh, mais jamais de la vie, sur ma vie, jamais je ferais de l'enseignement.
Et en fait, ce qui s'est passé pendant ma thèse, au début de mon doctorat, mon superviseur, Doug Ben, m'a jeté dans une salle de classe et a un peu fermé la porte à double tour. Il m'a dit, ils sont à toi. Et tu te débrouilles. Et là, j'étais, ah ouais, d'accord, faut vraiment que j'arrive à sortir, quoi, à sortir de moi, à créer quelque chose, à connecter avec ces élèves-là. Et c'est vraiment ça qui m'a complètement enlevé cette timidité aujourd'hui, de donner des cours avec des étudiants qui sont tous les yeux braqués sur toi, à te juger, à juger tes personnalités, tes vêtements, tes cours. Et en fait, ouais, il faut se libérer de ça très vite pour commencer à construire quelque chose avec eux. Donc la timidité, ouais, ça a été un vrai travail pour moi. Je pense que je l'ai encore un petit peu aujourd'hui quand même, mine de rien, mais que je donne beaucoup de valeur à tous ces éléments qui m'ont forcé à sortir de cette timidité-là, à sortir de cette zone de confort. Et du coup, tu dis que tu disais à ta mère, mais moi, prof, jamais. Pourquoi avec autant de véhémence, entre guillemets? Peut-être parce que tu vois, tu vas rigoler, mais à l'époque, je trouvais ça réducteur, tu vois, de donner des cours, de communiquer, parce que c'est de la communication finalement, ces cours. Et comme les scientifiques auxquels je parle aujourd'hui qui trouvent ça réducteur, peut-être qu'à cette époque, je trouvais ça réducteur aussi. Et moi, je voulais être une grande scientifique, je voulais aller bien au-delà de donner des cours, et que finalement, j'aime tellement donner des cours. C'est vraiment un kiff total pour moi. Tout ce qui me permet, tu vois, de transmettre mes connaissances, ma passion, quoi, j'adore. Et je continue à donner des cours à l'université Svalbard, ce qui est assez marrant. Chaque année, j'y retourne pour donner des cours à des étudiants en master et en doctorat. Et qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Donc, tu vois, la Heidi, je pense quel âge je devais avoir à l'époque. Je devais être ado quand ma mère m'en avait parlé, elle m'avait demandé si je voulais enseigner et je l'avais envoyé un peu péter. Je pense que cette Heidi-là, elle rigolerait bien, en tout cas, à voir à quel point je prends énormément de plaisir aujourd'hui à donner des cours, ouais. Et du coup, tes docteurs, normalement, on t'appelle docteur? Ah non, d'habitude on m'appelle Heidi, ouais. Non, mais sur le papier, on pourrait t'appeler docteur. Sur le papier, ouais. Alors tu sais, ça, c'est super quoi, d'être arrivé à ça. En fait, je suis très contente d'être devenue glaciologue. Je suis surtout beaucoup plus contente d'avoir suivi ma passion. Après les diplômes, je pense que ça reste un truc très très français aussi. On donne beaucoup de valeur aux diplômes, mais pour moi, c'est ce qui me donne le plus de plaisir, ouais, c'est d'être heureuse, d'avoir suivi ma passion. Et puis voilà, si on peut rajouter docteur devant mon nom, pourquoi pas quoi. Mais bon, on va continuer l'interview où je vais t'appeler docteur. Ah non, allez, s'il te plaît. Qui dit choix dit renoncement. C'est quoi tes renoncements à toi? Oh là là, des renoncements. Écoute, c'est vrai que je le vois pas trop comme ça. En fait, j'essaie toujours de voir mon parcours j'essaie toujours de chercher le silver lining, tu sais, l'aspect positif des choses. Et en fait, j'ai jamais eu l'impression d'avoir dû renoncer à certaines choses, à certains aspects, peut-être de vie sociale, de vie familiale. Mais t'inquiète pas que je compte sur mes parents pour me le rappeler tous les jours. Et eux, ce sont eux en fait qui mettent la lumière là-dessus. Alors, moi, ça me pose vraiment aucun problème, aucune interrogation, aucune question. Mais c'est vrai que tu vois, ces 3 dernières années, je faisais que voyager avant la pandémie. Je passais pas plus de 3 semaines au même endroit, quoi. C'était un rythme assez soutenu. Et à côté de ça, c'est vrai que si tu veux construire une vie de famille, c'est un tout petit peu compliqué, quoi. Ça, c'est pratiquement impossible. Et d'un point de vue extérieur, je comprends qu'on voit ça sous la lumière d'un renoncement, en fait. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. En fait, je le vois dans le sens où j'ai quelque chose qui me motive, quoi. Tu vois, j'ai une sorte de feu sacré qui me motive en ce moment, qui me pousse à communiquer cette science, à raconter à tout le monde ce qui se passe au niveau des glaciers, à partager mes passions sur ces glaciers-là. Et ça, c'est ma priorité aujourd'hui. Et je m'épanouis énormément là-dedans. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour de ça, tout ce qu'il y a à côté de ça, ça passe un petit peu à la trappe. Et c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai des potes qui vont me contacter pour aller faire la fête par-ci, par-là. Et c'est vrai que
parfois ça fait pas partie de mes priorités et ça fait un peu mal et s'ils écoutent ça ils vont se dire oh là là la relou, c'est pas très cool de sa part, mais en fait moi j'ai fixé mes priorités de façon assez stricte finalement. Je suis tout le temps dans l'urgence. J'ai non seulement une envie de manger la vie à pleines dents, de découvrir un maximum de parties du monde le plus vite possible, et surtout une envie de communiquer cette science. Et à côté de ça, c'est des priorités un petit peu plus en bas de la liste, ouais, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que du coup, là, depuis mars, tu vis dans un appartement qui appartient à ta grand-mère, je crois? Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop d'intérêt à avoir un chez moi parce que je vis d'amour et d'eau fraîche parce que je fais que voyager d'habitude. Mais là, la pandémie, en fait, m'a un peu replaqué les deux pieds par terre, tu sais, m'a un peu remise dans le monde réel. Et j'ai la chance d'avoir accès à un appartement, donc l'appartement de ma grand-mère à Annecy, parce que sinon j'ai pas de chez moi. Et ma grand-mère, elle est pas très loin. Alors elle est encore avec nous, heureusement. Elle est à 500 mètres à la maison de retraite. D'accord. Et en fait, écoute, j'ai été super contente de pouvoir être pas très loin d'elle, qu'elle soit ma voisine entre guillemets pendant cette pandémie, parce que ça a été extrêmement compliqué. Je pense à tout le monde. Je pense que ça a été très difficile pour tout le monde, mais surtout pour ceux d'entre nous qui ont encore des grands-parents, voire des arrière-grands-parents qui sont en maison de retraite. Ça a été très difficile et en fait, on a partagé quelque chose de très fort ensemble pendant cette pandémie. Et là, je suis contente de pouvoir retourner la voir et on passe des bons moments ensemble. Mais c'est vrai que, tu vois, cette pandémie, elle m'encourage pas du tout à me dire oh ouais, en fait, faut vraiment que je me pose, faut vraiment que j'ai mon propre chez moi. En fait, au contraire, j'ai qu'une envie, c'est repartir à l'aventure comme en 40 et de me dire alors de regarder la carte du monde et de placer des petites aiguilles, de me dire voilà, où est-ce que je vais l'année prochaine. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser à date et comment tu l'as gérée? Ouais, la plus grande difficulté, mais tu vois là encore, c'est vrai que j'ai vachement du mal à arriver à appeler ça peut-être difficulté ou de voir ça de façon négative, quoi. Parce que j'essaie toujours de retourner la situation en me disant c'est quoi ce challenge, quoi. C'est quoi ce challenge en face de moi? Comment je vais faire pour tacler ce challenge au plus vite? Mais c'est vrai qu'un événement qui m'a certainement énormément marqué et encore aujourd'hui, quoi, j'y repense beaucoup, c'est cette fameuse avalanche en 2008 où là encore, quoi. Tu vois, j'avais quel âge? Ouais, j'avais 20 ans, quoi. J'avais 20 ans. On a été pris dans cette avalanche qui m'a pas mal abîmé physiquement. Et j'en paye encore le prix aujourd'hui tous les jours. Hein. Donc, tous les jours, j'y pense, que tous les jours, j'ai mal au dos. Et en fait, je pense que c'était très difficile pour pas mal de raisons déjà physiquement. Voilà, il m'a fallu un sacré bout de temps pour revenir à un niveau à peu près correct. Et encore aujourd'hui, je suis pas totalement à 100%. Mais en fait, ça m'a montré que tout peut changer d'une seconde à l'autre, quoi. Et ça m'a peut-être montré à quel point la vie elle est précieuse et qui est une leçon hyper importante aujourd'hui, mais que d'une seconde à l'autre tu peux tout perdre et que ce que j'avais de très précieux c'était aussi ma forme physique, quoi. Parce que pour mon métier, mine de rien, voilà, si tu veux être glaciologue, si tu veux partir dans l'Himalaya, si tu veux partir en Antarctique, faut que physiquement tu tiennes à peu près le coup, quoi. Et je pense que ça a été très difficile pour moi de comprendre ça, de me dire attends, ton physique c'est ce qu'il y a de plus précieux aussi pour toi, et donc tu as intérêt à prendre ça de façon très très sérieuse. Donc aujourd'hui, j'ai un programme hyper strict pour garder la forme, quoi. Ouais, justement, c'est la question que je voulais te poser par rapport notamment à ton expédition où tu vas faire 400 km. Du coup, tu as un entraînement spécifique? Ouais, alors pratiquement tous les jours là, je fais au moins 5 sessions de sport par semaine et j'essaie de garder à peu près 2 jours plus calmes. Mais pour cette expédition-là en particulier, en fait, c'est énormément de l'endurance vu que ça va être sur un mois. Mais de l'endurance où tu tires un truc super lourd, une sorte de boulet derrière toi pendant un mois. Et ce boulet, c'est cette fameuse Pulka, ce traîneau dans lequel on aura tout notre équipement, tout notre bouffe et notre maison, donc nos tentes dessus. Et pour cette expédition-là, alors en temps normal, je tire des pneus en pleine forêt, ce qui est un peu chelou, quoi. Mais tirer des pneus de voiture accrochés à un harnais autour de ta taille, c'est le meilleur entraînement en fait pour ce genre d'expédition. Et je fais un clin d'œil à Mathieu Torder qui avait fait le même type d'entraînement, je me souviens, pour son expédition. Je l'ai interviewé, Mathieu.
Ouais, super. Et j'en vois encore dans les forêts autour de Paris tirer cette nœud. Et moi, c'est pareil. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu croises quelqu'un, alors là, ça brise la glace immédiatement. Je peux te dire que les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a complètement perdu la tête, celle-là. Et donc, c'est pas mal parce que ça brise la glace et les gens viennent tout de suite te parler et puis tu peux engager la conversation. Mais sinon, ouais, donc beaucoup de tirage de pneus, ce qui est vraiment le pire entraînement possible. Et puis sinon, écoute, autour d'Annecy, tu as des montagnes tout autour de toi. Donc, tu as le choix. Pas mal de montagnes, pas mal de vélos et puis pas mal de renforcement pour moi au niveau du dos pour tenir le coup. Ouais. Ouais. Et du coup, tu as un coach sportif, quelqu'un qui t'aide dans ton entraînement? Ouais, alors j'avais pris un coach sportif l'année dernière, exactement, qui m'avait fait tout un programme, donc que je continue à suivre aujourd'hui. Ouais. Et à côté de ça, je fonctionne à coup d'ostéopathe, de kiné, de masseur assez régulièrement parce que voilà, ce corps d'expédition là est pas mal abîmé, donc il faut rafistoler sans arrêt, mettre un petit peu d'huile par-ci par-là pour que ça continue à bien fonctionner. C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues dans toutes ces aventures ou dans ce changement de métier, notamment quand tu t'es orientée vers la communication scientifique? Ouais, alors je pense que je mentirais si je dirais que j'avais pas eu des peurs à ce moment-là. Déjà, ce qui a été très difficile, c'était, je pense, le regard, l'acceptation de ma communauté, qui n'était pas là et qui n'est toujours pas trop là aujourd'hui. Ouais. Mais c'est le regard, tu sais, de tous ces mentors, de tous ces super professeurs en glaciologie que j'ai eus et que j'admire énormément encore aujourd'hui. Hein. Mais finalement, ouais, de voir leur regard en disant, oh, on l'a formée toutes ces années et puis elle se lance dans la communication scientifique, mais pourquoi? Et ça, j'ai eu un peu peur, mine de rien, de me dire, mais attends, est-ce que je prends la bonne décision, quoi? Est-ce que je prends la bonne décision à mettre ça de côté? Et aujourd'hui, c'est très clair que j'ai complètement tourné la page, mais j'ai eu peur, ouais, de prendre le bon chemin. Et mes parents aussi, quoi. Mon entourage familial m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu sors de cette zone de confort absolu où tu vas faire une super carrière en glaciologie? Je publiais dans des très bons journaux, que c'était garanti pratiquement que ma carrière allait continuer dans le bon sens. Et j'ai un peu hésité, quoi. Mais finalement, tu vois, ces petites peurs, il faut quand même les écouter, quoi. Parce que ces petites peurs, c'est ce moment-là où tu sors de ta zone de confort, quoi. Et c'est là où il se passe beaucoup de belles choses. Ben voilà, c'est là où la magie se produit, mais c'est un peu le dernier, tu sais, comme dans un jeu vidéo, le dernier boss que tu affrontes avant de sortir de ta zone de confort. Et si tu l'anéantis, ce boss-là, eh ben, ça t'apprend, quoi, à quel point tu grandis quand tu sors de ta zone de confort. Et aujourd'hui, chaque opportunité que j'ai qui me sort, alors ma zone de confort s'agrandit petit à petit chaque jour, mais chaque opportunité que j'ai de sortir de cette zone de confort, ben, je lui donne beaucoup de valeur parce que je me dis, oh, même si j'hésite un peu avant d'y aller, je me dis, allez, go, quoi. Là, tu vas vraiment grandir et voilà. La peur, il faut l'écouter, mais il faut aussi pouvoir la mettre un petit peu de côté. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Je pense que je suis très fière d'avoir gardé ce contact avec la nature, ça c'est sûr, parce que c'est ce que j'aime par-dessus tout, et je suis très fière d'avoir suivi mon instinct, quoi, d'avoir suivi ma petite voix malgré, tu vois, tous ces éléments toutes ces sirènes qui te disent mais non, reste dans un chemin plus traditionnel, reste dans ces petites boîtes qui sont très confortables. Finalement, je suis super fière de les avoir respectées, mais de pas trop les avoir écoutées pour avoir suivi mon chemin, quoi. Et mine de rien, tu vois, j'ai eu un cadre familial, je pense, et un cadre autour de moi qui m'a laissé le faire. Parce que c'est pas donné à tout le monde aussi. Et ça, je m'en rends bien compte. C'est une chance extraordinaire, quoi, qu'on te mette pas trop de bâtons dans les roues pour que tu puisses continuer. Mais je suis très fière, ouais, d'être arrivée à devenir glaciologue et aujourd'hui d'essayer modestement de donner une voix à ces glaciers, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres qui ne connaît pas ton histoire et qui te dit « Ah, mais c'est canon tout ce que tu fais, mais tu en es là uniquement grâce à de la chance ». Mais tu sais, c'est vrai que je donne beaucoup de valeur à la chance, quoi. Et c'est peut-être un petit peu trop facile, mais cette chance, c'est vrai que j'y crois beaucoup. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je travaille énormément aussi. Et que tu sais, cette chance, ouais, peut-être qu'on la provoque finalement,
Mais toutes ces opportunités, tu vois, qui viennent, quoi, qui pointent le bout de leur nez, et tu dis, oh, je sais pas si c'est pour moi ou pas. Et puis ces opportunités, je suis allée les saisir, quoi. Je suis allée les prendre à bras le corps, et je me suis dit, ah ouais, ça, j'y vais à fond, quoi. Et quand j'y vais à fond, c'est beaucoup de travail, mais finalement, tu te rends compte assez rapidement que une opportunité amène à une autre, amène à une autre, amène à une autre, et tu pourrais dire que c'est que de la chance. Et peut-être qu'il y a une grande partie de chance là-dedans, ça c'est sûr, mais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Et je dirais à cette personne, écoute, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort, quoi. N'hésite pas, n'attends pas que ça tombe dessus, parce que ça tombera jamais dessus tout seul. Mais si tu as une petite opportunité et tu sais jamais ce que le destin va te réserver, si c'est un coup de téléphone, une personne que tu vas croiser, une personne assise à côté de toi dans le bus, tu vois. Mais n'hésite pas à provoquer un petit peu cette chance et à saisir les opportunités quand elles se présentent. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Ouais, alors ce conseil, ce serait justement d'oser dire oui. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on nous dit toujours, il faut oser dire non. Ose dire non pour pas t'éparpiller, pour pas faire un peu n'importe quoi. Mais moi, je dirais complètement l'inverse. Alors, évidemment, pas dire oui à n'importe quoi, dire oui à ce qui te fait vibrer, quoi. Dire oui à ce qui alimente ton feu sacré. Dire oui vraiment à ce qui te donne envie, là où tu penses pouvoir apporter de la valeur, là où tu penses pouvoir contribuer à l'équipe, mais plus dire oui. Parce qu'en fait, on est tous à se protéger, c'est ce que je ressens aujourd'hui, on est tous à se protéger, à pas trop oser, à se dire oh non, lui il veut m'exploiter, ce projet-là veut m'utiliser, mais non quoi. Pas du tout, au contraire, quoi. Au contraire, vois ça de façon positive et comment est-ce que toi, tu peux apporter de la valeur à ces projets-là parce que ce projet va te le rendre en 1000. Et jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret à avoir dit oui à 1001 projets et j'ai pas le temps pour tous ces projets-là, mais je continue à dire oui parce que je sais la petite valeur peut-être que je peux apporter à ces projets-là et le fait que je retrouve ça en 1000, que ces projets-là me le redonnent, mais de façon décuplée. C'est quoi tes prochains défis? C'est quoi mes prochains défis? Oh là là, alors très bonne question. Je pense que mes prochains défis, ça va être de... Ouais, alors là, il faut que je réfléchisse un peu parce que c'est une très, très bonne question. Et il faut pas que je m'éparpille non plus dans ma réponse, tu vois. Mais mes prochains défis, alors certes, si on est très terre à terre, mes prochains défis, ce sont mes expéditions l'année prochaine, donc l'expédition au Svalbard et puis d'autres si les choses retournent à la normale. Mais mes prochains défis, pour moi, en fait, c'est surtout d'arriver à monter des équipes avec des personnes qui m'apportent et qui apportent au projet énormément, des personnes desquelles je peux apprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, en fait, de me rendre compte que moi, peut-être que je peux apporter une certaine pierre à un édifice, mais d'arriver à créer un édifice avec d'autres personnes qui, elles, ont leur propre talent, ont des connaissances extraordinaires, et d'arriver à mettre le doigt sur ces personnes-là. Donc, je suis sans arrêt, en fait, en train de monter des projets et de me dire, ah ouais, mais cette personne-là, ce serait extraordinaire, et de voir à quel point, ensemble, on pourrait grandir et construire quelque chose. Donc, mes prochains défis, c'est sûrement ça, d'être plus dans cette idée peut-être de leadership, mais de donner énormément de valeur à d'autres talents, à d'autres pierres qui peuvent amener à l'édifice. Et ça, j'ai de la chance. Et plus on vieillit, entre guillemets, plus ton réseau grandit et de rencontrer des personnes, mais extraordinaires pratiquement chaque semaine et de me dire, non, mais quelle chance j'ai de pouvoir collaborer avec ces personnes-là et de me dire, bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Ouais, génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À qui j'ai envie de dire merci? Écoute, j'aurais envie de dire un immense merci à mes parents, quoi. Parce qu'on les remercie déjà jamais assez, parce qu'on les prend comme acquis, parce que ce sont nos parents et c'est un peu trop facile. Mais j'aurais envie de leur dire un immense merci, je le fais trop rarement, parce que même s'ils comprennent pas trop ce que je fais aujourd'hui, mine de rien, ils le respectent énormément et qui m'ont laissé en fait partir sur un chemin qui n'était pas si évident. Et ça, comme pour des parents, tu vois, un peu lâcher prise, un peu nous lâcher la main, qui nous ont tenus en fait si longtemps, c'est pas évident, je pense. Ouais. Et surtout pour mes parents qui connaissent bien les environnements montagnards, les environnements dangereux des glaciers, qui laissent partir
Heidi dans ces environnements difficiles, ça c'est pas évident quoi. Et c'est toujours pas évident aujourd'hui. Donc je leur dirais un immense merci et que mes parents m'ont apporté énormément de connaissances, énormément de façons de voir le monde, de façons de voir la vie, que ce soit des connaissances scientifiques, des connaissances littéraires ou des connaissances liées à la nature. Et ça, c'est des connaissances que j'utilise encore dans la vie de tous les jours. Donc ouais, un immense merci à eux. C'est rigolo parce que hier soir, on faisait un FaceTime avec ma belle-mère et qui est trop mignonne parce qu'elle écoute, elle me dit, mais tous les jeudis, j'écoute chaque épisode. Et il y a mon fils qui dit, ah bon? Fait, bah oui, pas toi. Fait, bah non, moi, je les écoute pas tous. et elle disait que c'était rigolo parce que finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui disent merci à leurs parents ou à leur mari ou leur femme. Et en fait, tu vois, cette question du merci, pour moi, elle est hyper importante de finir les épisodes par cette question parce que, encore une fois, quand j'ai créé le podcast, je me suis rendu compte qu'on parlait jamais de l'entourage et qu'on ne disait jamais merci et que dans toute vie, il y a des personnes, enfin, on en est là grâce à des personnes. Et que du coup, je trouve ça hyper chouette, le fait que les gens remercient tes parents et je trouve que tu l'expliques encore, hyper bien parce qu'en effet, nos parents, on les aime, on les remercie de plein de choses, mais on le fait pas en fait. C'est que dans des moments un peu particuliers, je pense à des mariages, des trucs comme ça, où tu dis à ton entourage que tu les aimes, mais en fait, on attend trop ces moments un peu exceptionnels pour se dire qu'on s'aime en fait. Et remercier les gens. Donc j'ai la petite émotion là, donc mais ouais, je pense que c'est vraiment important de se dire, aux gens qu'on aime, qu'on les aime parce que sans vouloir être finir sur une note un peu triste, en ce moment on voit bien quand même que tout peut s'arrêter assez rapidement pour pas mal de personnes. Donc profitons de ce temps pour se le dire quoi. Exactement. Même peut-être suite à l'écoute de ce podcast quoi. Faites-le. Ouais. Passer un coup de fil, ça coûte rien et ça donne tellement de joie, tellement de bonheur. Il faut le dire. C'est ça. On va lancer un mouvement. L'appel à un ami de je t'aime. Exactement. Merci beaucoup Heidi pour ce super moment. Et puis évidemment, on va te suivre dans tes prochaines aventures. J'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup Charlotte. Merci pour votre écoute. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent ces petits ours polaires qui accompagnent Heidi, rendez-vous sur le blog pourquoipasmoi.co ou sur Instagram sur le compte de Pourquoi pas moi. La semaine prochaine, je vais vous présenter une toute autre personne, un homme qui n'a cessé de se réinventer. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.